il y a encore pas si longtemps que ça, je disais aux gens, fermez les écrans, enlevez les ordis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens. Vous avez remarqué qu'on a plus de mal à écrire à la main qu'à écrire avec un clavier. Alors ça, je l'utilise dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que si vous voulez, ça c'est un truc que je vous donne, on en reparlera pendant les entretiens annuels, mais en général, je dis, moins vous parlez, moins vous risquez de dire une bêtise. Et quelque chose qui ressort assez souvent, c'est que quand on est face à face à quelqu'un et puis qu'on est dans un entretien plus ou moins tendu ou n'importe, 3, 4, 5 secondes de silence, ça peut paraître super long. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que quand les silences sont trop longs, il y en a toujours un qui parle. C'est le premier qui parle a perdu. Parce que généralement, c'est là où on propose des choses, et quand on a proposé quelque chose, ben, on n'est plus dans l'écoute. On a déjà donné une orientation que l'autre va continuer à suivre en général. Donc il ne faut pas parler. Un bon moyen de ne pas parler pendant un entretien comme ça un peu tendu, c'est d'écrire. Tu écris la question que tu as posée, tu écris la réponse qu'il a donnée. Ça va ralentir ton cerveau, parce que de toute façon, ton cerveau ne peut pas aller aussi vite que ta main. Et comme on écrit de moins en moins bien et de moins en moins vite, ben, rien que le fait d'écrire mot à mot ce que dit l'entretien, vous allez créer des silences que l'autre va pouvoir utiliser, et c'est un bon moyen de laisser du temps à l'autre pour parler. Souvent, les gens me disent, mais tu verras, un tel, je fais beaucoup d'audits, tu vas voir, les entretiens, ça va aller vite, parce que ici, les gens parlent pas. Ah non, non, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'être écoutés, parce que moi, quand je fais des entretiens, ça dure 1 heure. J'ai 5 questions, j'en pose 2 dans l'heure. Parce que si on relance, si on écoute vraiment, les gens, ils ont envie de parler. On est dans une société où les gens ne sont pas écoutés. Quand vous avez l'occasion d'écouter quelqu'un, je vous assure qu'il parle. Mais il faut bien créer le cadre. Et c'est pas rentrer dans une discussion, un échange, c'est vraiment créer une écoute. Donc un bon moyen de créer des blancs, de créer des silences, de laisser de l'espace pour que l'autre s'exprime, c'est de se taire. Et un bon moyen pour pas être mal à l'aise, c'est d'écrire. Et vous verrez, ça ralentit votre cerveau. Vous devez faire un travail de réflexion, un brainstorming, très vite. Maintenant, on sort l'ordi, on prend des notes, etc. Prenez une feuille blanche. Posez tout ce que vous avez dans la tête avec des mots et vous sortez ce que vous avez de la tête. Pourquoi? Parce que on a de plus en plus de choses dans la tête. On a un disque, vous connaissez la différence entre un disque dur, enfin la mémoire vive et la mémoire morte, la RAM et la ROM. Le disque dur, c'est le stockage, qui est pas très rapide. Et puis la mémoire vive, c'est la quantité d'informations qu'on peut gérer à un temps donné. Quand vous avez beaucoup de choses en tête, parce que vous avez 5-6 dossiers ouverts en même temps, vous avez moins de place pour réfléchir. Vous voulez faire un brainstorming, posez tous les mots que vous avez en tête sur une feuille blanche, mettez la feuille de côté, revenez dessus après, vous allez encore rajouter des mots, et après vous structurez ce que vous avez là. Pourquoi? Parce que comme vous avez fait de la place dans votre tête en posant sur le papier, vous avez plus de place pour réfléchir et structurer les idées. Prenez du temps pour mieux travailler, investissez du temps. Encore une fois, j'aime vraiment ce terme d'investir. Investissez du temps pour travailler mieux, pour travailler différemment. Pas chercher à faire toujours plus. On a des outils qui nous permettent de faire beaucoup plus. On parlait de l'IA hier. L'IA va vous permettre de travailler encore plus. Ça va vous cramer le cerveau. Donc reprenez des choses qui sont naturelles, reprenez un rythme. Vous savez qu'un des éléments, vous avez déjà peut-être fait le test, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous prenez un boîtier de DVD. Prenez un boîtier de DVD, vous le tenez et vous demandez à une autre personne de se mettre juste en bas. C'est un test de réflexe qu'on fait. Et vous lâchez le boîtier. Quand vous lâchez le boîtier, l'autre devra le rattraper. Vous allez voir que c'est pas immédiat, c'est pas au moment où vous ouvrez la main et vous lâchez le DVD que l'autre l'attrape. Généralement, il y a 1 seconde. C'est-à-dire que c'est la distance pour que le boîtier descende jusque pratiquement au coin et on le rattrape par le bord. C'est-à-dire qu'entre le moment où mon œil voit que j'ai lâché, que le disque, le CD se met, la boîte commence à tomber, que j'ai l'arc réflexe qui envoie l'information à mon bras de refermer, il y a quasiment 1 seconde. Pourquoi? Parce que, en gros, quand on marche, on gère tout en 1 seconde. Quand on marche, on gère tout en 1 seconde. C'est notre allure normale. Quand on est à vélo, on n'a pas les mêmes réflexes. Quand on est en skate, on n'a pas les mêmes réflexes. En moto, j'en parle même pas, etc., etc. La plupart des accidents sont des accidents de réflexe. Parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, naturellement, vous avez 1 seconde de temps de délai. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de vouloir aller plus vite, plus fort, plus loin que la nature. On a des choses qui sont naturelles chez nous. Et aujourd'hui, on combat trop ce naturel et on est en train de se cramer à vouloir être en sur-régime plutôt que de prendre un régime normal. Que ça soit la vie en général et la vie d'une société en particulier, j'aime à dire, c'est un marathon. C'est une longue distance qu'on fait à une vitesse moyenne. Si vous faites 30 sprints de 100 mètres, vous êtes cramé. Et vous n'avez pas du tout fait la distance d'un marathon, de très 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 loin. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup de tentatives de sprint. On fait des sprints, on se donne à fond. Après, on est fatigué, donc on allège, on arrête, on prend du retard. Et après, on refait un sprint pour rattraper son retard. Et on passe son temps à travailler à mi-temps.
à fond et puis rien. Plutôt que de prendre un rythme de croisière. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler parce que vraiment, on est dans une société où on n'arrête pas de faire ça. Il y a un sociologue qui disait, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de prendre un repas de 5 kilos? Un repas de 5 kilos. Par contre, c'est bien, hein, avec un repas de 5 kilos, après vous êtes tranquille 10 jours. Et vous mangez rien pendant 10 jours. Tout le monde dit, non, on mange rien pendant 10 jours après, j'ai dit. Ou pareil, dormir. Vous dormir 48 heures d'affilée, puis après je dors plus pendant 15 jours. Tout le monde dit, bah non, mais c'est débile. On fait ça tout le temps avec nos vacances, en fait. On travaille comme des fous en disant, mais attends, je tiens, mais j'ai bientôt les vacances. Et je passe mes vacances à récupérer d'une fatigue que j'ai accumulée. Et quand tu reprends le boulot, tu te dis, c'était bien, ouais, je suis chaud pour rattaquer. On devrait pouvoir être en énergie pour profiter de nos vacances. Et puis quand on revient des vacances, ne pas être non plus on devrait pas être plus fatigué de nos vacances et reprendre un rythme normal. Mais on inverse les choses. Repensez juste à ça. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça que vous pourrez durer dans le temps. Si on est en sur-régime, si on est fatigué, si on fait des semaines à 120, 130% tout le temps, à un moment, on va claquer. Prendre soin de soi, c'est justement avoir une intelligence pour faire les choses plus longtemps. Encore une fois, vous avez peut-être le recul que d'autres n'auront pas, donc apportez-leur ça. Une passion, par définition, c'est pas quelque chose de positif. Hein. Une passion, c'est quelque chose qui vous dévore. C'est un autre terme pour une addiction, en fait. En fait, les gens passionnés sont souvent passionnants, et c'est ça qui fait un côté un peu, ça donne envie. Parce que voilà, quelqu'un qui est passionné, qui parle de sa passion, c'est intéressant et tout. Et c'est devenu une espèce de modèle. Mais quelqu'un qui est passionné, j'ai pas de meilleur exemple. Vous avez tous vu le dîner de cons. Le dîner de cons, c'est que des passionnés. Et on les tourne en dérision par rapport à ça. Des gens qui ont un train électrique qui fait toute leur cave, ils ont sacrifié leur sous-sol et la moitié. Il y en a plein. Et voilà, donc une vraie passion, c'est pas quelque chose de vraiment positif. C'est quelque chose qui te dévore et sur lequel on se focalise peut-être un petit peu trop. Mais c'est vrai qu'un passionné est passionnant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du biais de proximité? Est-ce que vous connaissez les biais du cerveau? Vous avez déjà entendu parler des biais du cerveau? Le cerveau a des défauts qu'on connaît, qui sont des défauts de fonctionnement. C'est des défauts parce que ça fausse le résultat, ça fausse l'analyse, mais c'est comme ça et on ne peut pas faire sans. C'est comme ça. Et donc il y a 250 biais, on est encore en train d'en découvrir d'autres. Vous êtes imparfait. Et le biais de proximité, c'est un biais qui fait que plus on est proche de quelqu'un, moins on communique bien avec lui. Plus on est proche de quelqu'un, moins on communique bien. Pourquoi? Parce qu'on sait, enfin on pense qu'on sait ce qu'il pense, et on pense qu'il sait ce qu'on pense. Donc on fait des raccourcis. Je vous renvoie à vos couples respectifs. Mais avec les équipes, c'est pareil. Plus j'ai un collaborateur avec qui je travaille depuis longtemps, moins je suis bon dans la communication, dans l'échange. Parce qu'il sait, ou il doit savoir. Et on vérifie de moins en moins de choses. Et le risque dans une équipe comme la tienne, à deux, où on partage le bureau, on est tout le temps ensemble, bah c'est que comme on est tout le temps ensemble, on ne prend pas des moments d'échange particuliers. Et il manque des choses. Quand j'ai une équipe de 8-10 personnes, je fais des moments où je vais voir les uns et les autres en individuel et je vais me programmer 20 minutes tous les 15 jours parce que je ne vois pas tout le monde. Je vais faire des réunions avec les équipes parce que j'ai besoin pour coordonner. Ça va se faire naturellement, automatiquement. Mais de fait, régulièrement, tous les 15 jours, j'ai 20-30 minutes en face à face avec quelqu'un. Quand je suis face à face dans le bureau et qu'on se voit tous les jours et qu'on discute tous les jours, je ne le mets pas en place. Parce que de toute façon, s'il y avait quelque chose, je le verrais, je le saurais. Non, j'ai pas mis un rituel en place qui permet à l'autre de savoir qu'il a un moment d'échange en particulier sur le sujet. Donc ça, c'est un des vrais pièges, c'est de ne pas se rendre compte, c'est pas de se pas dire, c'est de ne pas se rendre compte qu'il y a des rituels, il y a des automatismes qu'on aurait avec une équipe de 5, 7, 8, qu'on ne fait pas, parce que c'est pas la peine. Si, c'est toujours la peine. La plupart de mes clients font pas assez de réunions. La plupart de mes clients font pas assez de réunions. Ils font des réunions quand il y a un problème. Et quand le problème se résout et qu'ils ont fait évoluer la situation et que ça va mieux, bah ils disent, t'as un problème, t'as une urgence, t'as un truc à voir. Non, non, en ce moment, ça va cette semaine. Écoute, ça te dérange pas si on annule la réunion cette semaine? Moi, ça me fait gagner du temps. Oh, écoute, moi aussi, ça va bien. Et résultat, on ne fait des réunions que pour éteindre des incendies. Le problème, c'est que quand on fait une réunion sur un problème, tu ne construis pas l'avenir. Tu traites un problème du passé qui t'a explosé à la figure. C'est seulement quand je commence à leur faire des réunions, et je les oblige à faire des réunions où il n'y a rien de particulier, qu'ils ressortent des cartons, des projets, des idées, pour construire la suite. Mais ça veut dire qu'on a mis en place un système systématique
et pas réactif. On ne fait pas une organisation sur la base des besoins et des urgences, mais on le fait sur la base d'un truc qu'on a réfléchi et qu'on pilote et qu'on cadre, qui donne le cadre au collaborateur. Un bon moyen d'avoir un collaborateur qui ne vient pas vous déranger 4 fois par jour, c'est que votre collaborateur sache que tous les jours, il a 20-30 minutes de réunion avec vous. Parce que si je sais que de toute façon, on se voit demain matin et qu'il est 17h, je peux peut-être attendre demain matin pour te poser une question. Si par contre, j'ai pas de réunion, j'ai pas d'idée, je ne sais pas quand je te vois, je viens te voir quand j'ai besoin. Ça s'est vu pendant le Covid. Vous avez un collaborateur qui vous téléphone parce qu'il a un besoin. Vous êtes en télétravail les uns chez les autres. Il a une question, il vous appelle. Il vous rappelle une deuxième fois pour un autre sujet. Généralement, après, il hésite à vous appeler une troisième fois parce que là, il se rend compte qu'il vous dérange. Ce qu'il n'y a pas quand il est dans le bureau d'à côté ou dans le bureau d'en face, qu'il lève la tête et qu'il te pose une question. Il dérange 5 fois, 10 fois, 15 fois. Et donc, quand avec le télétravail, on est obligé de dire, ben voilà, on va se faire un point tous les jours à ce moment-là, rassemble tes questions, rassemble tes points, on optimise, on gagne du temps. Parce qu'on met un rituel en place. Ça vient s'opposer à je suis disponible, je suis réactif. Qui est-ce qui a un bureau fermé? Ou est-ce que vous êtes tous en open space? Il n'y a plus de bureau fermé. Ouais, c'est pour ça. Enfin, il y a des bureaux fermés uniquement pour les réunions de la direction et pour les réunions. Comment vous faites pour protéger votre temps et votre concentration? Si tu as besoin de faire un travail, toi, sur d'être concentré sur un dossier, un rapport, un mail que tu fais, tu t'isoles à chaque fois? Je mets le casque, je mets la musique, je dis j'ai la musique, si vous avez un truc, dites-le moi et je bosse. C'est vrai. Très bien. J'ai la musique, si vous avez un truc, dites-le moi. C'est quoi le message que j'envoie? Je ne suis pas disponible. Non, tu viens de le dire. Si vous avez quelque chose, dites-le moi. Oui, effectivement. Ouais. C'est très bon exemple, parce que je pense que ce que tu viens de dire, c'est ce que tu fais naturellement. Et naturellement, c'est je m'isole, mais vous avez le droit de m'interrompre. Oui. Si je m'isole, c'est pour pas être interrompu, enfin, c'est justement pour être concentré. Vous savez que vous perdez jusqu'à 12 minutes quand vous arrêtez une tâche pour faire autre chose et revenir au niveau de concentration de quand vous étiez interrompu. C'est à peu près 10 à 12 minutes. Quand tu arrêtes 4 fois un truc dans la matinée, ça fait beaucoup. Hein. Tu mets un casque pour t'isoler et tu envoies le message qui dit « Mais allez-y, hein, coupez-moi ». J'insiste, encore une fois, ton exemple, il est très très bien. Tu fais tout ce qu'il faut pour t'isoler, pour te concentrer, et tu envoies un message qui est « Vous avez le droit de me déconcentrer ». Changez juste ça. Quand j'ai mon casque, ne me parlez pas. Je vous l'ai dit hier, ce que je dis n'est pas la vérité. Je partage mon point de vue. Donc après, vous choisissez la position que vous voulez. Et l'autre chose, c'est une très bonne illustration que vous avez dit là, il n'y a pas un schéma unique pour tout le monde. En effet, j'ai une équipe de 20. Est-ce qu'elle est autonome? Et vous avez 20 alternants. Vous n'avez pas la même concentration, vous avez 20 pros qui sont en place depuis 5 ans. Ça va être autre chose. Donc, il va falloir adapter. Mais de fait, comment j'ai réfléchi à la chose? C'est ça que j'essaie de vous demander le plus. C'est pas de faire par habitude, par automatisme, par réflexe. Se dire, qu'est-ce que je veux au final et qu'est-ce que je mets en place pour l'obtenir? Je l'obtiens pas, qu'est-ce que je corrige, comment je fais les choses? C'est juste de réfléchir, de prendre ce pas de recul, cette hauteur, pour ne pas juste continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire ou répéter ce qu'on faisait avant. À partir du moment où vous réfléchissez, vous dites, moi je veux cette position, je veux être tout le temps disponible, ou je me suis organisé pour que jusqu'à 10 heures, je sois concentré et indisponible, mais à partir de 10 heures jusqu'à 16 heures, je suis totalement disponible pour tout le monde. Si c'est une règle et que tout le monde la connaît, il n'y a pas de souci. Et si ça vous convient dans votre organisation, c'est très bien. Mais pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Pourquoi, en 2 mots, hein, comment je me suis organisé? Qu'est-ce que je mets en place? Et après, il n'y a pas de souci. C'est juste ne pas subir une habitude, et je dis bien subir une habitude qui ne vous conviendrait pas. Il n'y a pas de vérité absolue. Et ce que vous mettez en place peut-être demain par rapport à nos échanges sera probablement caduque dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. On le fera évoluer à nouveau. Parce que ton équipe de 20 stagiaires puis alternants, dans 4 ans, bah, c'est une équipe de 20 professionnels qui a 3 ans d'expérience. Donc de fait, tu vas travailler différemment. Ça veut dire aussi qu'il faut faire évoluer son management, s'adapter. Je vais faire un cadre à ma femme que je trouve très joli, qui dit la personne qui a le plus grandi quand je suis devenu mère, c'est moi. Et je trouve que ça s'adapte beaucoup au management. Tu manages une équipe, ton équipe, elle va grandir si tu la manages bien. Bah, si tu la manages bien, tu as intérêt à grandir en même temps qu'elle, parce qu'à un moment, ça ne marchera plus.
Donc, c'est une évolution permanente. Et toutes les vérités que vous avez là sont des vérités temporaires. Première chose, déléguer. Enfin, la délégation rime avec la formation. Une délégation doit toujours s'accompagner d'une formation. Si je ne forme pas, je ne délègue pas. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que j'ai un collaborateur qui fait un super boulot, et tu as vu, je lui ai délégué, je lui ai donné cette tâche, il s'en occupe maintenant. Tu l'as formé, tu as passé du temps avec lui? Non, non, il savait le faire. C'est pas la délégation. En fait, c'est que tu avais pris quelqu'un pour sa compétence et que tu l'as pas assez utilisé jusqu'à maintenant. C'est pas la délégation. La délégation passe par de la formation. Je vais détacher des tâches. Rappelez-vous ce que je vous montrais hier. En fait, dans un premier temps, je suis tout seul et je bosse bien. Je suis tout seul et je bosse bien. Je ne m'en sors plus quand j'achète du temps. Quand j'achète du temps, je vais devoir former quelqu'un et lui déléguer une partie de mes tâches. Et c'est en lui déléguant une partie de mes tâches, les tâches les plus simples, que je vais le former. La délégation passe par de la formation. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que dans un premier temps, quand je suis tout seul, je suis 100% productif. Je travaille, je produis. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais commencer à déléguer, que je vais devoir former, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, je peux plus. Je vais être au mieux 80% productif, mais je vais devoir être 20% manager. Si je ne me prévois pas du temps pour former, contrôler, accompagner, c'est-à-dire manager, je vais avoir un souci. Mon équipe grandit, et une équipe grandit toujours par en dessous. Mon équipe grandit, je rajoute quelqu'un dans mon équipe. Alors ça peut être ici, comme ça peut être ici. Quelque part, c'est pas mon problème, lui, il va gérer celui-là. Mais est-ce que lui sait manager? Parce que je l'ai embauché pour du temps, donc je l'ai formé. Je l'ai formé à de la technique, je ne l'ai pas formé au management. Est-ce qu'il sait manager le gars en dessous? Non. Il va falloir que je le forme à ça. Il va falloir du temps. Plus je vais monter dans la hiérarchie, plus la proportion management-production va s'inverser. Et quand je vais avoir assez d'étages, assez de niveaux, théoriquement, je ne fais plus de prod. Ma préoccupation, c'est être chef d'orchestre. Ouais. Mais sinon, tu ne peux pas. Si tu fais, tant que tu fais, l'autre ne fait pas. Et si tu embauches quelqu'un, comment tu vas pouvoir faire 5 fois plus de travail que ce que tu fais aujourd'hui? Voilà, tu te doutes bien, il y a un truc dans la phrase, ça va pas. Vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu, il y a cette vidéo qui a beaucoup circulé, qui est assez jolie. C'est un prof qui vient, il a un gros bocal, il pose le bocal sur son bureau, et puis il le remplit avec des balles de golf. Et il demande aux étudiants, est-ce que c'est rempli? Ah ouais, c'est plein. Ouais. Il vient avec des petites billes, et puis il rajoute, ça rentre dedans, et là, ça... Ah ouais, ok, maintenant c'est plein. Il rajoute du sable. Ok, oui, là c'est plein, c'est plein. Il rajoute de l'eau, ça tache le sable, il remet encore du sable. Et je déteste cette vidéo. Parce que tout le monde pense que c'est comme ça qu'il faut remplir sa vie. Sauf qu'à un moment, tu mets un grain de sable, et tu pètes le vase. Parce qu'il est full de chez full. En fait, la vraie question, c'est comment tu fais pour agrandir le vase tout le temps, pour qu'il y ait toujours de l'espace et de l'air dedans. Parce que c'est comme ça que tu peux tenir longtemps. De fait, on n'a pas de limite. Je peux rajouter autant de cases qu'il faut. Et mon vase, je peux l'agrandir autant. Quand je te dis 5 fois, c'est 10 fois, c'est 15 fois, c'est 20 fois. Quand Bezos, il était dans son bureau et qu'il faisait son dropshipping, en gros, et qu'il faisait sa plateforme, il faisait tout seul. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait un moment qu'il n'a pas approché un entrepôt. Et c'est pas ce qu'on lui demande. Parce que plus je vais monter, plus je vais avoir des choses différentes à traiter, à travailler. Encore une fois, là, j'ai fait exprès. Ici, j'ai quelqu'un qui va produire. Lui, il va certainement être capable de lui expliquer. Mais la partie management, personne ne lui a montré. Il va bien falloir que je lui montre. Et le temps de management que j'ai, ça va pas être sur la production. Parce qu'en plus, là, je faisais une tâche technique. 100% technique. Je travaillais sur un logiciel particulier, sur un texte de loi particulier. Je l'ai délégué à quelqu'un. Donc moi, je travaille plus dessus. Peut-être que le logiciel, il a évolué en 1 an, 2 ans. Peut-être que le texte de loi, il a changé. Qui est-ce qui devient spécialiste sur le sujet? C'est l'autre, c'est plus moi. Donc moi, ma compétence technique par rapport à lui, elle est moins bonne. Donc lui est mieux placé que moi pour expliquer à lui. Mais comment il va l'expliquer? De fait, mon management, mes sujets de transmission, c'est plus de la technique, c'est du management.
Les spécialistes disent qu'en effet, quand tu es sur un niveau hiérarchique faible, proche de la production, tu es dans une entreprise, dans une industrie. Tu as des gars, ils serrent des boulons, ils serrent des vis, ils ont un responsable qui est un manager. Il doit avoir une compétence technique pour venir dépanner. Mais très très vite, quand on monte dans la hiérarchie, cette compétence technique, elle devient moins nécessaire, ce qu'on est en train de dire là, parce qu'on t'attend sur autre chose. À l'inverse, si tu décolles pas de ça, j'ai un dirigeant d'entreprise, c'est un ancien gars de la maintenance, il se trouve qu'il est HPI, donc il a gravi plein d'échelons. Je me bats avec lui régulièrement parce que quand il y a un problème de maintenance, il prend sa blouse et il descend. Je dis, mais quand tu es en train de tenir une clé à molette, c'est quoi ta valeur ajoutée? Avec des gars qui sont autour, ils disent, putain, il est fort le chef. Putain, il est super fort parce que nous, ça fait 2 heures qu'on est dessus, on n'arrive pas à trouver la solution. Mais lui, à chaque fois qu'il vient, il trouve la solution. Il y a 2 gars qui ont les bras croisés, qui sont en train de le regarder faire, et lui qui fait un truc et il se sent super fort. Je dis, mais c'est le monde à l'envers, quoi. Et les gars qui travaillent pas, ça te dérange pas? Il dit, ben non, mais je me dépêche, je fais vite. Arrête, arrête. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je dis, un bon manager, j'aime beaucoup cette illustration, je vous la donnais de toute façon dans les supports, mais un bon manager, c'est un chef d'orchestre. Et on ne demande pas au chef d'orchestre de savoir mieux jouer des instruments de tout le monde. Un bon chef d'orchestre, peut-être qu'il sait jouer d'un ou 2 instruments, peut-être, mais il sait certainement pas jouer de tous les instruments. Et c'est pas ce qu'on lui demande, puisqu'il y a des gens qui sont là pour ça. Par contre, il faut qu'ils connaissent la musique. Et c'est pas la même chose. Il va être plus intéressé par la vie de l'auteur, de Tchaïkovski, de machin, de trucs, et comment il faut interpréter parce qu'il s'est intéressé au sujet. Par contre, il ne sait pas sortir une note de certains instruments. Et si j'ai un violoniste qui a un problème, imagine, tu es en train de regarder un concert, tu es dans la salle, et d'un coup, tu as le chef d'orchestre qui descend, qui va dans la fosse, qui prend le violon des mains d'un gars, qui pousse-toi, il s'assoit à sa place, il joue le morceau avec l'autre qui est derrière, qui attend, et qu'après, qui remonte, non, c'est juste, il a du mal sur ce morceau-là, donc je l'aide. Tu trouves ça ridicule, non? Pendant qu'il joue, tu as le violoniste qui est les bras croisés, payé à rien faire, à cause d'un chef d'orchestre vachement payé, qui devient le violoniste le plus cher payé qui existe, et pendant ce temps-là, il n'y a pas de chef d'orchestre. Voilà, je te laisse réfléchir avec ça. Ça vient de quoi? Ça vient de avant qu'on parle de management, etc. Comment était nommé le chef? Le chef était chef parce qu'il avait un savoir que les autres n'avaient pas. Le chef est chef parce qu'il a un savoir que les autres n'avaient pas. Pourquoi c'est important de le souligner? Parce que le savoir, c'était son pouvoir. Et donc, de fait, les chefs, il y a 40 ans, n'avaient aucun intérêt à partager leur savoir. Donc, si tu as un problème, tu m'appelles, je vais le régler. Mais montre-moi comment faire. Tu ne sauras pas. Bah, si tu m'expliques pas, oui, je ne saurais pas. Non, mais moi, je sais, je vais le faire, ça ira plus vite. Je fais, oh putain, il est fort le chef. À chaque fois qu'on a un problème, il sait le dépatouiller. J'ai eu un problème avec un client, il a appelé le client, il a réglé le truc. Moi, je grandis pas. Parce que je te garde en dessous. Quand je ne fais pas de formation et que j'étale mon savoir, mon pouvoir, je t'empêche de grandir. Aujourd'hui, on est dans cette inversion. Aujourd'hui, on est dans un schéma où si j'ai pas l'impression de grandir et si j'ai l'impression d'être réduit, et je disais, parmi les collaborateurs qu'on a aujourd'hui, il y a des gens qui ont subi ça très longtemps, et quand tu leur dis, s'il te plaît, fais preuve d'initiative, ils disent, hors de question. La dernière fois que j'ai pris une initiative, c'était il y a 32 ans, je m'en rappelle encore, ça m'a fait très très mal et je l'ai payé pendant 1 mois et demi ou 2 mois, maintenant plus jamais. Parce que j'avais un chef qui, si on prenait une initiative, et qu'en plus son initiative était intelligente, avait tout intérêt à te casser les pattes, quoi. Parce que son job était en risque. On n'est plus du tout dans ce schéma-là. Qu'est-ce qu'on veut? Tu l'as dit toi-même, je veux un chef qui m'aide à grandir, qui me donne des solutions, qui m'aide à avancer, pas qui fait à ma place. Mais ça crée cette confusion. L'autre élément, je vous l'ai dit hier, on nous mesure sur ce qui est mesurable. Donc quand tu fais ton travail de technicien, mon chef c'est un super chef, mon directeur commercial, il est top. Il fait un chiffre 2 fois le mien. Donc, je peux mesurer que c'est un très bon commercial. C'est peut-être un pervers narcissique psychopathe qui me fait pleurer tous les jours, mais en attendant, les chiffres parlent pour lui. Le toxique dont je parlais hier. Mais respecte-le, tu as vu les chiffres qu'il fait. Donc, tu es en train de défendre que si tu fais du chiffre, tout est OK. Si tu fais de la prod, tout est OK. Si tu fais plus que les autres, ça marche. Et c'est comme ça qu'on rend les gens toxiques. Ce que j'attends d'un manager, c'est pas ça. À quoi tu penses? Je vais essayer de pas être toxique. C'est pas ton idée, c'est pas ton envie. Mais quand tu viens au secours de quelqu'un, qu'est-ce que je disais hier? Quand je viens faire les lacets de mon gamin parce qu'il s'en sort pas et que le bus il arrive dans 2 minutes, bah, il sait que s'il attend suffisamment longtemps, il y aura toujours quelqu'un pour faire ses lacets. C'est pas ça que je veux au final.
Et cet exemple-là, je le schématise avec l'enfant, mais c'est quelque chose que j'ai eu de réel. J'ai eu un client que j'ai accompagné, où on parlait de tout ça. Et il m'a dit, j'ai pris le réflexe maintenant d'arrêter de donner des solutions. Les gars venaient en me disant, il y a tel problème, ils disaient quoi faire, et les gars repartaient. Réfléchissez pas. Il avait compris tout ça, donc j'ai arrêté de le faire. Je leur dis, c'est quoi l'idée, c'est quoi la solution? Ah ben je sais pas, ben réfléchis. Et en fait, il me dit, c'est bien ce que tu m'as dit, je le fais, mais les gars viennent quand même me voir, parce qu'ils me disent, ben moi je veux bien, mais le camion il est arrivé. On a un camion de livraison, il vient d'arriver, il faut le remplir, on trouve pas le stock, c'est où, c'est quoi, on fait comment? Bah j'ai pas le choix, là je suis dans l'urgence, je suis bien obligé de leur dire. En fait, les gars ont triché et laissé les situations déraper pour créer des situations d'urgence, parce que dans la situation d'urgence, ils contraignaient le boss à donner la réponse. C'est-à-dire qu'ils ont gardé leur schéma à eux, qui est de dire, moi je réfléchis pas. Avant, je demandais en avance, et on me dit, ben réfléchis toi-même. Maintenant, j'attends la dernière minute, et en fait, il y a une solution. C'est pour ça que je donne l'exemple en disant, mon gamin qui me dit, fais-moi lasser, fais-moi lasser. Je dis non, non, non. Quand le bus, il est là, et qu'il faut qu'il y aille, bon, je te le fais, ton lacet, ton sac, il est là, et puis, tiens, je t'ai ramené tes chaussettes. Bon, bah, finalement, je suis revenu à la case départ. Donc, attention à la pression qu'on peut avoir dans le quotidien, ou la pression qu'on peut avoir de nos managers, qui peut nous pousser à faire ce qu'on ne devrait plus faire. Ça va avec. Mais si la production n'est pas à la hauteur de ce que tu attends, c'est que probablement, tu n'as pas fait le bon recrutement ou la bonne formation. Ben, je maintiens. Et je maintiens parce qu'encore une fois, si... Alors, on peut avoir le cas... Hier, on parlait des clients et les clients qui vous imposent leur urgence face à votre priorité. Quand je dis client, je parle client externe et client interne. Quand mon manager vient en me disant, écoute, arrête ce que tu fais, il faut que pour midi, on ait fait ça, parce que ça fait 1 semaine ou 2 semaines qu'il sait quelque chose et il a une réunion cet après-midi, qu'il faut lui préparer les documents et qu'il se réveille tardivement, c'est exactement la même chose que le client qui vous appelle en disant, oh, je suis désolé, j'ai mon comptable qui a besoin d'un truc. C'est exactement la même chose. Tout ce qu'on a raconté sur le client externe en disant, écoutez, monsieur, je le fais une fois, mais pas une deuxième. La prochaine fois, il faudra faire ci, il faudra s'organiser, voire même on prend un rendez-vous pour que ça n'arrive plus. Ben, tout ça, il faut le faire avec son manager aussi. Quand on a un souci, quand on ne peut pas déléguer, c'est qu'on a un problème de recrutement ou de formation. Je le résume toujours à ça. Le problème de recrutement, j'ai mal recruté ou j'ai pas encore recruté. Donc je peux pas déléguer, j'ai personne. J'ai un problème de recrutement. Ou j'ai un problème de formation, j'ai des gens, ah mais je peux pas m'appuyer sur eux, ils sont pas à la hauteur. Bah, on revient sur le problème, tu as mal recruté ou tu as mal formé. C'est que ça. Mais pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on passe systématiquement par de la formation, de la transmission. Parce que si on veut grandir, tôt ou tard, il va falloir que je m'appuie sur des gens qui ont grandi en compétences. Je ne peux pas tout prendre sur mes épaules, tout gérer. Si je veux tout gérer, tout faire, ça veut dire qu'à un moment, je ne peux plus grandir et qu'on va prendre quelqu'un pour faire ce que vous ne faites pas. Si je veux rester ici, pour rester sur un niveau de compétence, de maîtrise du sujet, pour pouvoir accompagner les gens sur la prod, et que je refuse de faire le reste, on va prendre quelqu'un qui va faire le boulot que je ne fais pas. Et on va recruter un manager à ce niveau-là. Donc de vouloir rester trop près, trop accroché à la prod, ça va vous empêcher de grandir. Vous préoccupez de comment je deviens manager, comment je grandis, comment je fais grandir les autres, c'est le meilleur moyen de vous faire grandir aussi. Le management, la hiérarchie, c'est une des seules structures qui se construit par les étages du dessous. C'est en rajoutant des étages en dessous au fur et à mesure que vous montez. Comment je fais rentrer des gens, comment je les forme, comment je les fais grandir. Et de fait, il y a deux schémas que je voulais vous montrer qui sont importants. Le cycle d'apprentissage, ça, il faut l'avoir en tête. Ça concerne tout le monde. Tout le monde. Quand on apprend quelque chose, on passe par ces 4 étapes. La première étape, je suis d'abord inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'avant qu'on me parle d'un sujet, je ne sais rien de ce sujet. Je ne sais pas si vous êtes des férus de physique quantique, mais si vous creusez, vous ne savez même pas ce qu'il y a dans la physique quantique, ce que ça représente aujourd'hui. Et ça bouge tellement vite que je ne suis pas sûr que... voilà. Mais de fait, je suis inconsciemment... Il y a des sujets, je ne sais même pas que ça existe. Donc je suis inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne savais même pas que ça existait. De fait, quand on m'en parle, je deviens tout de suite consciemment incompétent. Ça y est, je sais que ça existe et je sais que je ne sais pas. Je vais apprendre et le fait d'apprendre, je vais devenir consciemment compétent. Je fais l'effort, je travaille, j'apprends et je suis en train de grandir. Et ensuite, à travers la pratique, je vais devenir inconsciemment compétent, je le fais même sans réfléchir. Un exemple très simple que vous avez tous eu, le permis de conduire. Première étape, quand je suis en passager, je suis inconsciemment incompétent, je ne me pose même pas la question, je ne sais même pas à quoi ça correspond. Très vite, on m'apprend les choses, je deviens consciemment incompétent. Ça y est, je sais tout ce que je ne sais pas et je commence à angoisser. Je vais apprendre
Et de fait, je vais être consciemment compétent. Ça me demande de la concentration. Quand je suis consciemment compétent, au bout de 2 heures de conduite, je rends le volant, je suis rincé. Et encore, quand je dis 2 heures, peut-être 45 minutes. Parce que ça me demande un effort conscient. Et puis petit à petit, à force de faire, je deviens inconsciemment compétent, je peux conduire 6 heures d'affilée, voire même, je peux changer la radio pendant que je conduis. Ce qui était impossible dans les étapes d'avant. Et on passe toujours par ces 6 étapes. Donc mon collaborateur, d'abord, il ne sait rien, ensuite il découvre, ensuite il travaille, il apprend, et après il pratique et il devient automatique. Il y a un truc dont vous avez déjà entendu tous parler, ça s'appelle la solitude de l'entrepreneur, ou la solitude du dirigeant. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît et qu'on sous-estime totalement. C'est une autre partie de mon job. J'ai des dirigeants d'entreprise qui me payent pour que je sois leur miroir. Parce qu'il y a des trucs, tes dirigeants, t'as un problème. C'est quand t'as un problème. Quand t'as pas de problème, ça va généralement. Mais t'as un problème. Tu veux pas en parler à ton équipe parce que t'as peur qu'elle prenne peur et puis qu'elle commence à chercher ailleurs. Tu veux pas en parler à ton banquier parce qu'il sait que je suis en difficulté quand je vais lui demander un coup de main, est-ce qu'il va me suivre? Tu veux plus en parler à la maison parce que ta femme, elle t'a déjà fait remarquer que tu as sacrifié quand même beaucoup de choses. Et en plus, tu te dis que tu es en difficulté, comment elle va le vivre? Bref, tu gardes pour toi. Tu peux pas en parler à tes potes. Parce que tes potes, ils disent, attends, de quoi tu te plains? T'es chef d'entreprise, t'as vu ta voiture. Ok. Et donc, je me retrouve tout seul. Et c'est très compliqué de trouver une nouvelle solution quand tu es tout seul. Et les grands dirigeants des grandes entreprises, ils ont tous des consultants ou des conseillers. C'est pas eux qui décident. Mais ils ont des gens avec qui ils peuvent échanger. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « rendre compte, c'est se rendre compte ». Quand vous revenez d'un rendez-vous, vous faites un rendez-vous commercial et vous l'avez foiré. Moi, je vais vous recevoir, je dis « qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi le rendez-vous ». Je vais rien ajouter. Mais il y a de grandes chances que pendant que vous me racontiez, vous me disiez « ah ouais, c'est là où j'ai raté. Ah, là, j'ai zappé. Il a tendu une perche et je l'ai râpé. » Voilà, j'ai rien dit, moi. Mais si je ne fais pas ça, si je te fais pas cet exercice, tu le fais pas toi. Parce qu'on est sur autre chose, parce qu'on va sur la suite. C'est rien que ça. Déjà, ça, c'est un job de manager. D'aider les gens à se rendre compte, d'être dans le questionnement, dans la prise de hauteur, dans leur faire un arrêt sur image. J'ai raté mon rendez-vous avec mon client, bon, de toute façon, j'en ai un autre qui enchaîne derrière. Donc, je ne prends pas le temps de réfléchir. Mais tu as appris quoi de ce rendez-vous raté? Ben, que le client, il est chiant. Non, c'est pas la bonne leçon. T'as raté. Reviens. Mais s'il n'y a personne pour me stimuler, pour me questionner là-dessus, c'est compliqué. Et tu vois, on n'est pas sur un. Là, je prends ces exemples-là où volontairement, il n'y a pas de compétences particulières. Élément super important, pourquoi la compétence, ça doit être quelque chose que vous devez lâcher, la compétence technique, c'est quelque chose sur lequel vous ne devez pas vous focaliser à mort. C'est que votre compétence technique, elle est déjà en partie perdue. Elle est déjà en partie dépassée. Et dans 3 ans avec l'IA, c'est mort. En fait, je prends l'exemple que j'ai eu la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais chez ma notaire, on travaillait sur un sujet, et on parle de l'IA. Elle ne connaît pas du tout. Et je prends mon téléphone et je demande à ChatGPT, je dis fais-moi une lettre pour mes voisins parce qu'ils font un tapage nocturne et que ça commence à me poser souci, je veux leur faire un courrier, cite-moi les textes de loi et tourne-le comme un courrier d'avocat. Et je pose le téléphone sur la table. Elle est devenue blanche. Je dis, voyez, la compétence technique, le texte de loi, la référence, j'ai pas besoin. Elle me dit, non, mais c'est super bien fait, tout est juste et tout. Je dis, par contre, quand quelqu'un vient pour rédiger un testament, c'est quoi ses préoccupations? Quand un couple vient pour faire un contrat de mariage, ils sont jeunes mariés, ils font un contrat de mariage, c'est-à-dire qu'ils anticipent peut-être éventuellement les situations de rupture. Ben, tu as besoin de l'humain, c'est pas la technique dont tu as besoin, c'est de l'humain. Pourquoi vous faites ça? Dans quelle situation? Qu'est-ce que vous voulez pour protéger l'autre? Et là, on a une valeur ajoutée. Mais la partie technique, ne vous y accrochez pas trop, elle est déjà dépassée. Donnez-moi un exemple, une situation, vous piochez dans ce que vous voulez, où la deuxième fois que vous l'avez fait, c'était plus difficile que la première fois. Très bien, très bon exemple, parce que c'est pas le même sujet. Ça, c'est une erreur ultra, enfin, c'est pas une erreur. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Le premier et le deuxième enfant, c'est un autre univers. C'est vraiment un autre univers. Premier enfant, tu as 100% de ton temps et de ton attention pour lui. Donc, tout s'occupe autour de lui et tu trouves très vite un équilibre. Dans tout ce que vous faites, on parlait d'habitude hier, je peux parler d'équilibre. Dans tout ce qu'on fait, on arrive à un équilibre. Le deuxième enfant arrive, c'est un déséquilibre total. Donc, première chose, tu n'as plus 100% de concentration pour un enfant, tu dois partager ta concentration. En plus, tu as un enfant qui, lui, avait l'habitude d'avoir 100% d'attention pour lui, qui est divisé par 2. Donc, lui, il ne comprend pas ce qui se passe.
Et il veut quoi? Garder son habitude. Donc lui, il va faire le nécessaire pour garder les 100% d'attention. Et tu as un autre enfant qui arrive avec un autre caractère, parce qu'en effet, c'est pas le même, c'est pas un copier-coller. Et lui, par contre, son référentiel, c'est d'avoir 50% de l'attention. Donc il est tout de suite plus autonome, plus différent. Parce que, justement, il n'a pas besoin de tout. Il sait qu'il doit faire autrement. Et hop, ça fait un gros décalage. Mais de fait, c'est pas une deuxième fois, c'est une première fois. Généralement, quand je pose cette question, les gens ne trouvent pas de réponse. Parce que quand tu fais un gâteau la deuxième fois, il est plus facile que la première fois que tu l'as fait. Quand tu répares un vélo la deuxième fois, c'est plus facile que la première, où tu as raté plein de trucs. La deuxième fois est toujours plus facile que la première. Vous m'avez donné deux, c'est la première fois, deux exemples, ah, ça tient la route. Mais vos réponses sont justes, mais à chaque fois, c'est des situations nouvelles, en fait. Tu te retrouves dans une caisse qui n'a rien à voir parce que les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Là, on vient de le dire, c'est un deuxième enfant qui n'est pas le premier, c'est un autre pays. C'est des premières fois, en fait. C'est pas des deuxièmes fois, c'est des premières fois. Si tu retournais en Slovaquie aujourd'hui, ce serait certainement plus facile que la première fois. Tu refais quelque chose que tu as déjà fait, c'est toujours plus facile. Je suis formateur avec le hackathon, je suis formateur pour les pitchs. Je forme les gens au pitch. Rien de très très compliqué, mais et maintenant ça fait 10 ans que je le fais. Il y a 10 ans, le pitch c'est vraiment un truc que personne connaissait. Aujourd'hui, on voit bien que les gens sont plutôt entraînés. Mais il y a une phrase de Churchill que j'aime beaucoup et que je cite beaucoup souvent et qui dit: j'ai pas eu le temps de préparer un discours court, donc vous aurez un discours long. Parce que quand on parle d'un sujet qu'on maîtrise, pas de souci. Je vous lâche sur un sujet que vous maîtrisez, vous faites 40 minutes. Si par contre je vous demande de faire super court et que vous n'avez pas préparé, vous n'y arriverez pas. Il y a tellement de choses que vous voulez dire. Si vous ne vous préparez pas, vous allez vous perdre. Et même quand on se prépare, on dérape Et on dérape, c'est ça. On dérape facilement. Excès de confiance, encore une fois. Visiblement, ils aiment bien ce que je raconte. Et hop, je me lâche et puis hop, j'en parle trop, je dis trop de choses. Parce que justement, quand je suis trop à l'aise, c'est le risque. Quand je fais des choses les premières fois, je prépare. Je suis en stress, je suis angoissé. C'est la différence pour moi entre la peur et le trac. La peur, comme je vous disais, c'est votre inconscient qui vous dit tu vas dans le mur. Le trac, c'est votre inconscient qui vous dit tu as des capacités, des compétences pour bien faire. Est-ce que tu vas réussir à faire aussi bien que ce que tu sais, ce que tu peux faire? Et je crois que ne pas avoir le trac, c'est un danger. La seule fois où je suis rentré sur un terrain de foot américain sans le trac, par excès de confiance, triple fracture de la cheville. Elle était bien. Et les rares fois, il y en a eu plusieurs, où je suis monté sur scène ou pour faire une conférence sans le trac, c'était pas top, voire mauvais. Toutes celles où je stresse avant font des meilleures situations, des meilleures présentations. Si vous n'avez pas le trac, c'est pas bon signe. Il y a excès de confiance, systématique. Et plus on fait les choses, plus on se dit, plus je maîtrise. Et l'entretien annuel, c'est un vrai bon exemple et vrai sujet parce que on va en faire un par an. Et puis, il y a ceux qu'on connaît bien, puis on dit, lui, ça va être cool, ça va être facile. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? C'est facile, prépare comme si c'était celui où tu as le plus peur. T'as peur, prépare-le comme si c'était celui avec qui ça va bien se passer. Et tu les prépares pas pareil. Tu vas surpréparer celui dont tu as peur et tu prépares pas assez celui avec qui ça va normalement bien se passer. Sauf qu'il a des choses à dire, tu n'es pas réceptif de la même manière. Vous connaissez l'effet Dunning-Kruger? Il y a deux schémas que je peux vous montrer. L'effet Dunning-Kruger, j'ai oublié l'autre nom, mais l'effet Dunning-Kruger, c'est ton niveau de confiance par rapport au niveau de savoir. Et en fait, on passe d'abord dans un pic de confiance. On apprend, quand on découvre un sujet, on apprend très vite plein de choses. Et donc, j'ai un pic de confiance. Quand ensuite je m'intéresse au sujet, je m'aperçois qu'en fait, il y a plein de choses à savoir et que finalement, j'en sais pas tant que ça. Ça, c'est le monde de la confiance. Là, c'est la vallée du désespoir. Et là, c'est la... Oh, j'ai oublié le terme. J'ai oublié. C'est un truc. Non, mais en fait, j'ai d'abord un pic de confiance. J'ai vu un reportage d'1 heure sur Netflix. C'est bon, je sais tout. Et tu as des vraies discussions sur le sujet. Ensuite, tu creuses le sujet, tu aperçois que non, il y a plein de choses, c'est vachement plus complexe. Et c'est seulement après que tu vas reprendre. Et plus tu avances, plus justement tu reprends pas cet excès de confiance. Tu apprends plein de choses, mais tu n'as plus en excès de confiance parce que tu sais qu'il y a encore des choses que tu ne sais pas. Mais l'effet Dunning-Kruger, c'est celui-là. C'est ce qui fait que tu as un client qui vient et qui te dit j'étais sur Internet et en fait, je sais tout. Je vais dire des trucs, je vais dire des trucs politiquement. Il faudrait que j'arrête l'enregistrement. C'est peut-être pas une bonne idée. Je pense que les gens qui s'arrêtent là, c'est directement lié à leur QI. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui se contentent d'un savoir, ne veulent pas aller plus loin.
quotient intellectuel et confiance en soi. Il n'y a pas de jugement, c'est juste une observation que j'ai vue. Quand on s'intéresse à des sujets et qu'on est prêt à remettre en question plein de choses, on va jusqu'au bout. Quand on n'a pas confiance en soi et qu'on n'est pas capable de tout comprendre, on s'arrête à ce qu'on a compris. Et en fait, j'ai compris ça depuis que j'observe, j'étudie les complotistes. C'est passionnant. C'est passionnant. Et une de mes conclusions, c'est que la plupart des complots sont développés, générés, suivis par des gens qui limitent ce qu'ils veulent, ce qu'ils croient vrai, à ce qu'ils sont capables de comprendre, ce qu'ils sont capables d'appréhender. Un des derniers exemples en date que j'ai eu, c'est quelqu'un qui explique la Terre ne peut pas, la Terre a 2,9 milliards d'années, je crois. Et la personne dit c'est pas possible. On lui dit pourquoi? C'est beaucoup trop vieux. Fin de la discussion. C'est un génie. C'est vrai que Dans son univers, il n'a pas tort. dans son Dans mon avis, c'est voilà. faut pas que je commence sur les platistes. Si, vas-y, fais-nous une petite. Vous savez ce que c'est que les platistes? On en parle pas mal. Voilà. Est-ce que quelqu'un est platiste ici? Ah non, mais rigolez pas. Hein. Non, mais... Alors, D'où- il y en a, 8 à 12% des Français le sont. 8 à 12% des Français sont platistes. La carte du monde, selon les platistes, n'est pas la carte du monde qu'on a nous. Et donc, la carte du monde, selon les platistes, fait qu'il y a un pôle qui est au milieu de la carte, mais le pôle sud est au bout de la carte. C'est la limite. Et donc, pour les platistes, il y a un mur de glace tout autour pour empêcher justement d'aller au-delà. Et il y aurait quelque chose derrière. Non, il y a autre chose après le mur. Il y a encore autre chose après le mur. Ouais. Et la Terre étant plate est quand même creuse. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a des mammouths qu'on a retrouvés en Sibérie, parce que les animaux préhistoriques, en fait, sont des animaux qui existent à l'intérieur de la Terre. Et que parfois ils s'échappent, et c'est pour ça qu'on les retrouve congelés. Non, mais et encore une fois, c'est parce que ça ramène à des choses qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à maîtriser. Le complot autour du Covid, parce qu'il y a tout un complot que le Covid a été volontairement déclenché, etc. C'est pourquoi? Parce que c'est vachement rassurant de se dire que une entité ou un groupe d'humains maîtrise la chose. C'est vachement plus rassurant que de se dire demain il peut y avoir un variant, on va tous crever et personne n'y pourra rien. Et donc qu'est-ce que moi j'entendais? T'inquiète, ça a été voulu, c'est volontaire. Si ça se passe pas bien, ils sauront ce qu'il faut faire. C'est rassurant. Mais c'est pas logique, c'est pas vrai. Donc il y a quand même un truc important qui est lié au quotient intellectuel, à l'intérêt. Et le quotient intellectuel, c'est la culture que tu as, c'est le développement que tu as. Hein, c'est pas, j'aime à croire, c'est pas complètement vrai, mais j'aime à croire que un enfant qui vient au monde, c'est un disque dur vierge et on va pouvoir mettre plein de choses dedans. Alors on s'est rendu compte, c'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même de l'inné. La forme du cerveau participe et la forme du cerveau, elle est génétique. Donc il y a quand même des choses qu'on hérite. Hein. Ouais. Parce que on s'est rendu compte, par exemple, au niveau planétaire, c'est international. Le comportement avec un nourrisson mâle et un nourrisson femelle n'est pas le même. Un nourrisson mâle qui pleure attend moins longtemps pour être nourri qu'une fille. Parce qu'on se dit qu'un mâle, s'il a faim, c'est parce qu'il doit prendre des forces. Si la fille, elle pleure parce qu'elle a faim, elle va pas commencer à nous faire chier, la gamine, hein, elle va falloir qu'elle apprenne un peu à être patiente. Parce que sinon, ça va être une capricieuse. C'est planétaire, c'est pas culturel européen. Je prends cet exemple parce que justement, comme il est international, il est planétaire, c'est pas justement lié à juste une culture européenne, française ou n'importe. C'est quelque chose qu'on a observé. Après, il y a une petite limite. Je crois, je défends beaucoup le côté nature. Je vous en ai déjà parlé, je continuerai à le dire. Il y a des choses qu'on fait, il y a les biais du cerveau, ils sont là, il faut faire avec. Parce qu'on est un animal de troupeau, on est un animal d'habitude, on est un animal parmi les autres animaux. Donc il y a des choses qui sont naturelles. Parce qu'on est plus intelligent que les autres animaux, il faut aller au-delà. Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop au-delà parce qu'après, on est contre nature et ça ne marche pas pour autant. C'est juste parce que dans le côté matrice dont tu parles, je suis pleinement d'accord, c'est aussi un système qui a été mis en place depuis des millénaires, voire des millions d'années, qui fait qu'on est toujours sur place. Oui, mais qui était valable à l'époque. Non, je suis d'accord, je ne peux pas être contre complètement. Je rajoute juste un élément, je ne suis pas pour l'égalité homme-femme parce que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. J'insiste là-dessus. C'est insulte, il faut une équité, pas une égalité. Tout à fait, voilà, mais c'est juste, je vais juste rajouter ça. C'est les compétences de chacun.
Si on est identique, et je reviens sur le thème du management, et pourquoi je prends l'exemple du chef d'orchestre? Parce que l'harmonie d'un orchestre philharmonique, c'est avec des instruments très différents. Si t'as que tu prends 40 violons, ça sonne pas comme un orchestre philharmonique. Si tu prends que des choses identiques, il n'y a plus de complémentarité. Et je défends énormément la complémentarité. Tout sexe confondu, tout âge confondu, toute nationalité confondue, je défends la complémentarité. Et un bon manager, c'est celui qui va faire ce liant et qui va sortir l'harmonie des différences de son équipe. Un bon manager, c'est celui qui va tirer l'harmonie des différences de son équipe. Donc je suis capable de voir les tenants, les aboutissants, les points forts, les points faibles, et je vais pouvoir créer une équipe et en tirer la meilleure partie. Il ne s'agit pas de ramener tout le monde à une égalité, il ne s'agit pas de rabaisser tout le monde à une égalité, il s'agit justement de tirer le meilleur de chacun. Et ça enchaîne tout ce qu'on dit derrière, parce que mon équipe, s'il y a des hommes, s'il y a des femmes, ça en fait partie. S'il y a des personnes plus seniors, plus juniors, ça en fait partie. Il y a des différences de génération, il va falloir en tirer parti. Et c'est là le côté chef d'orchestre que j'aime bien défendre. Et je veux bien qu'on s'arrête là, parce que sinon on est parti pour 2 heures, je suis d'accord avec vous.